Aimables téléspectateurs, merci de toujours rester fidèles. Et oui, quand le sport vous colle à la peau, on est là pour vous tenir compagnie, aimables téléspectateurs, dans le cadre de ce magazine. Ça fait débat, oui, ça fait débat chez vous, chez nous, dans la classe politique, mais aussi dans la société congolaise. On revient ici sur des questions prioritaires: la sécurité, le banditisme urbain, le social, le sport. Oui, eh bien, au sein de l'Union sacrée, c'est la guerre des postes. Parce que jusqu'à présent, le gouvernement n'est pas encore sorti. Oui, la première ministre est connue. On attend encore qui vont constituer le membre de ce gouvernement. Avec quel objectif? Est-ce qu'il faudrait compter sur les technocrates ou carrément sur les politiques pour ce deuxième et dernier mandat de Félix Tshisekedi? Et sur ce plateau, nous avons 4 invités, notamment M. Yvon Yanga, qui est communicateur de la FDC, M. Richard Pinda, qui est cadre de l'UDPS, M. Eric Bissello, qui est président du consort. On en saura ici un peu plus sur ce plateau. Et M. Dieudonné Mouchagaloucha, du moins ceux qui sont là déjà, M. Eric Bissello. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Que devons-nous retenir par consort? Le contrat social est renouvelé, c'est simplement une vision qui doit être focalisée sur les besoins réels des Congolais, c'est-à-dire nous en avons marre, pour dire simplement, de l'injustice sociale, du mépris des gouvernants envers la population, et puis nous voulons une justice sociale, pas juste une sociale, mais une justice sociale. Et ça, bien sûr, nous allons l'aborder quand vous allez mettre le point dessus. Et puis, nous nous intéressons sur la sécurité nationale parce que nous avons besoin d'une armée puissante et forte avec 1 million d'hommes actifs et puis 500 000 réservistes. Nous avons besoin d'une sécurité en termes de santé, mais également alimentaire. Donc, c'est juste des éléments essentiels à l'humain, aux Congolais, pour qu'ils se développent en toute aisance dans la société qui est si immensément riche. Et c'est en cela que le consort est né de cette idée que le gouvernement actuel ou même passé n'offre pas ces possibilités aux Congolais. Par contre, il s'est perdu au regard de son combat du peuple d'abord. Et nous le rappelons justement que nous nous situons à l'opposition parce qu'il faut une forme de conscientisation des Congolais. Aujourd'hui, M. Dieudonné Mouchagaloucha, expert de la société civile, bienvenue à vous également. Merci beaucoup Arlette, je suis ravi de retrouver ce magnifique plateau de Télé 50, comment il faut dire, de ce magazine qui est l'une des grandes émissions de Télé 50, ça fait débat. C'est toujours un plaisir d'être invité par vous. Eh bien, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, les autres invités vont nous rejoindre. Vous le savez, actuellement, il y a un embouteillage monstre au niveau de l'avenue des Huileries, ce qui ne permet pas aux invités d'arriver à temps, bien qu'ils étaient déjà en chemin depuis longtemps. On va commencer avec vous, qui est déjà ici sur ce plateau. Eh bien, aujourd'hui, on se pose la question... quelle image devrions-nous avoir du prochain gouvernement qui est très attendu? Bon, l'image du gouvernement est attendue. Bon, d'abord, il faut savoir quand est-ce que ce gouvernement-là va venir, d'autant plus que depuis la prestation de serment de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, jusqu'à aujourd'hui, on est en train d'approcher les 100 jours qui constituent souvent un thermomètre, qui constitue un signal fort de ce que va devenir le quinquennat ou de ce que va devenir le mandat de celui à qui on a donné la confiance de gérer le pays. Mais nous avons vu que depuis qu'il avait prêté serment jusqu'à la nomination du premier ou de la première ministre, ça dépend, ça a pris autant de jours. Et donc, ces moments-là, on l'a perdu inutilement sans savoir qu'est-ce qui va se faire, sans avoir une vision, sans savoir qu'est-ce qu'on va définir comme accès prioritaire, sans savoir qu'est-ce qui va être fait dans les 5 années qui vont venir. Et maintenant, depuis la nomination de Mme Judith Tuluka, j'en profite pour la féliciter, d'autant plus que la nomination d'une femme en toute objectivité à la primature ou à la tête du gouvernement, pour nous, acteurs de la société civile, nous sommes toujours dégenrés. Nous nous battons pour la promotion des femmes et donc, en toute objectivité, au-delà de ce qu'on peut faire comme observation, il faut d'abord saluer cette nomination. Et je crois que de ce côté-là, au moins, le chef de l'État a fait un bon signal en termes de la promotion, en termes de la masculinité positive. Donc ça ne suscite pas de débat. Cependant, il reste à savoir, comme vous venez de le dire, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce gouvernement. Je crois que notre pays a des défis majeurs pour l'instant. Nous avons les défis d'ordre sécuritaire, nous avons les défis d'ordre politique. Les défis d'ordre social, ça peut venir si les deux éléments sont bien gérés.
D'autant plus que si la sécurité n'est pas assurée, comme pour le moment, on n'a pas la sécurité, que ce soit dans la ville, que ce soit à l'intérieur du pays, avec ce que nous avons comme ces bandes de Koulouna et tout ce qui nargue même l'État, on peut considérer comme nous avons des milices au centre-ville, au chef-lieu, au centre-ville même ici à Gombe, où on ne peut pas se promener n'importe comment et n'importe quand. Donc si Madame Judith avec son gouvernement peuvent être en mesure de juguler cette crise d'ordre sécuritaire, mais également, pour juguler cette crise d'ordre sécuritaire, il faut avoir un regard sur le plan politique. Et pour avoir un regard sur le plan politique, il faut prendre en compte les différentes forces que nous avons. Les forces politiques, les forces sociales, mais également, dans les forces politiques, vous avez l'opposition non armée, vous avez actuellement l'opposition armée, parce que déjà, avec ce que l'IDPS a annoncé, de dire qu'il y a déjà des Congolais qui sont du côté de l'AFC avec Nanga. Donc, désormais, l'étiquette, ou désormais, cette connotation qu'on avait de dire que c'est Kagame qui a agressé notre pays, on l'a dédouané de tout ce qu'on devrait penser de lui. Et donc, ça devient un problème congolo-congolais qu'il faut résoudre par les Congolais. Et donc, il faut avoir ce regard-là. Et si vous voyez très bien, si je parle de cet aspect-là, c'est parce qu'effectivement, avant, quand on parlait du M23, quand on parlait de Kagame et tout ça, ces mouvements-là n'avaient pas beaucoup d'adhésion. Ces mouvements-là n'avaient pas autant d'impact, n'avaient pas autant de considération, ne suscitaient pas autant de questions qu'aujourd'hui, depuis que Nanga est parti à l'AFC, depuis qu'il a créé l'AFC et tous les autres qui l'ont rejoint. Ça veut dire que Nanga a permis à ce que cette opposition armée puisse avoir maintenant l'adhésion des Congolais. On peut le dire, on peut ne pas le dire, mais ceux qui sont là à l'AFC, nous connaissons quand même qu'il y a Tchalwe, il y a l'honorable Mamba qui s'est déclaré, il y a Nanga, il y a notre compatriote, j'ai dit notre compatriote parce qu'il est congolais du Congo central. Donc vous avez déjà une multitude de Congolais qui sont dans ces mouvements rebelles. Et donc ça devient un problème congolais, congolo-congolais qu'il faut résoudre par les Congolais. Et donc je pense que Madame la Première ministre a l'obligation d'avoir un regard particulier sur cet aspect pour finalement restaurer la sécurité, l'intégrité du pays et l'intégrité territoriale à l'est du pays, évidemment en s'attaquant aussi sur ce que nous avons comme des Koulouna et ce que nous avons comme des milices. Mais est-ce qu'il n'y a pas de problème bien distinct avec la question du M23 et la question de l'AFC? Comment on peut arriver à la non, je pense que les gens refusent d'accepter ça comme réalité, mais vous savez, Madame Arlette, moi j'ai toujours été franc, et pour aider les pays, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, on ne peut plus parler du M23. Sur le plan logique, le M23 lui-même s'est effacé. Le M23 a accepté d'adhérer au sein de l'AFC. Comment est-ce que quelqu'un qui quitte, il refuse sa peau? C'est comme moi, Dieudonné Mouchagalousa, aujourd'hui, je peux décider de dire, je veux changer mon nom, je vais au tribunal, je change mon identité, et puis, vous ne pouvez plus m'appeler par ce nom. Et donc, le M23, à mon entendement, et je crois que c'est ça la vérité, le M23 n'existe plus en termes de forces armées. Il existe maintenant l'AFC qui est chapeauté par Corneille Nanga. La preuve est que Bertrand Bissimo, qui était du M23, je crois que je ne me trompe pas mon frère, il s'est effacé au profit de Nanga. Et donc Nanga, c'est lui qui chapeaute maintenant. Si on doit parler de la représentativité de ces mouvements qu'on peut qualifier rebelles ou terroristes, même je préférerais qu'on les appelle des diables, qu'on les appelle des Lucifères, mais ils sont là. Moi, l'appellation ne me gêne pas. Mais la vérité, c'est qu'ils sont là. Ces gens, ils sont là, et Nanga est venu apporter la crédibilité, il est venu apporter l'adhésion populaire, et les autres ont accepté de s'effacer au profit de Nanga. Alors, quelle est l'autre problématique politique? Donc, vous avez parlé de l'aspect sécuritaire. Oui, j'ai parlé de l'aspect sécuritaire, et pour ça, il faut avoir un œil politique. L'autre problématique, effectivement, pour nous, acteurs de la société civile, c'est le social. Le social de lutter contre les inégalités. Il n'est pas normal, quand même, je ne sais pas dans quel langage on le dira plusieurs fois, qu'on puisse octroyer aux députés 33 000 $. On parle d'une supercherie. On a écouté la sortie médiatique où on a carrément refusé les 33 000. Voilà, donc les inégalités sociales, tant qu'elles existent dans ces pays, il y aura toujours des frustrations, il sera toujours difficile de pouvoir émerger, il sera toujours difficile de pouvoir construire cette nation. La vérité ou le fait également qu'on arrive à faire des détournements tous les jours, c'est anormal. J'espère que quand même Madame Judith,
si elle pourra arriver à mettre fin, si elle pourra arriver à arrêter cette hémorragie-là de détournement des millions de dollars. Chaque jour, on n'a jamais parlé. Quand quelqu'un prend 10 000 dollars dans la caisse de l'État, on considère que bon, c'est un fait anodin, c'est bénin, c'est normal. Il prend 20 000, il prend 50 000, bon, Ali 50 000, il n'y a pas en bas. Mais quand on commence à parler, ce sont des millions et pas 1 million, madame. Quand on fait les détournements, c'est souvent 18 millions de dollars, 14 millions de dollars, 50 millions de dollars, 114 millions, 200 millions. Donc, si madame Judith peut arriver à arrêter cette hémorragie-là des détournements, de l'impunité, pour que finalement cet argent qui est détourné puisse être versé dans l'assiette nationale et que cette assiette nationale puisse arriver à nourrir l'ensemble des enfants de ces pays, je crois qu'elle pourra réussir à sa mission. Monsieur Bissiello, aujourd'hui, si on devrait parler de ce gouvernement, comment arriver à dissocier le tout? Parce qu'entre-temps, entre l'attente des nouvelles figures, on voit qu'au sein de l'Union sacrée, cette guerre de poste persiste évidemment, que ce soit au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du Sénat, pas encore, parce que la question reste là. Et là encore, on parle des corruptions et élections des gouverneurs et sénateurs. L'on sent que les personnes qui ont été là veulent se pérenniser, que ce soit avec les gouverneurs des provinces, tous veulent rester. Que ce soit avec les ministres, tous veulent continuer encore ou carrément rester là mais changer de poste comme le Premier ministre a changé carrément de poste. Donc elle a été là mais elle a changé de poste pour devenir Premier ministre. Oui, le fait de permuter, mais de toujours rester dans le cercle du pouvoir, c'est vrai que nous subissons malheureusement les lois du système, parce que Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, lorsqu'on lui a transmis pacifiquement le pouvoir par Joseph Kabila, on croyait qu'il avait cette envie de détruire le système qui était en train de priver la République démocratique du Congo, non seulement de l'égalité, mais d'égalité entre la population, mais de la légalité, mais également d'un système qui était en train de détruire notre nation. Et manifestement, il a été lui-même happé par le système et nous nous sommes retrouvés pendant 6 mois sans gouvernement lors de première législature et ça nous avait déjà provoqué une certaine malaise, parce que un malaise où on avait l'argent public qui était dépensé, sorti et dirigé et géré par la présidence de la République, ça, c'est que les textes de loi n'avaient pas prévu. Mais au-delà de ça, il a dit lors de sa prestation de serment qu'il avait commis un certain nombre d'erreurs et il comptait les corriger. Comment corriger ces erreurs si, de un, nous avons les mêmes acteurs qui étaient avec lui pendant ces 5 ans, qui sont là avec lui et dont il a du mal à s'en débarrasser? Comment corriger ces erreurs dont le Premier ministre, la Première ministre actuellement nommée, vient effectivement du système? Parce que ce système-là nous a pris de court pendant tous ces 5 ans. Ces millions de dollars en permanence détournés, disparaissent, investis dans des projets, mais dont le résultat n'est pas au rendez-vous, jusqu'au dernier projet des 145 territoires, dont je vous signale qu'en novembre, la Première ministre disait que non, la totalité de l'argent a été décaissée. Mais on se pose la question, est-ce que la République démocratique du Congo a l'autorité sur les 145 territoires de la République? Non. L'État n'a pas le contrôle sur 145 territoires nationaux. Donc, comment voulez-vous décaisser la totalité de l'argent sans que vous ayez la totalité? Vous n'arrivez même pas à enrôler ici les gens pour voter durant cette dernière campagne. Mais c'est vrai que, en finalité, il y a un problème au sein de l'Union sacrée dont on a vu les fissures dernièrement, après la législature. Attendez-vous à ce qu'il y en ait davantage, parce que s'il y a des mécontents qui ne se retrouvent pas en termes de gouvernement, de gâteaux, de partage des entreprises, il y aura des mécontents. Mais comment faire justement pour en même temps avoir les bons profils des membres du gouvernement et maintenir cette paix au sein de l'Union sacrée? Est-ce que le profil va compter, puisque de toute façon, profil ou pas, AFDC reste AFDC. C'est-à-dire UNC reste UNC. On reste esclave du système. En outre, moi j'ai particulièrement aimé votre interprétation, mais il y a un autre aspect qu'on a négligé. Moi je parlerai de cohésion nationale quand on dit comment le gouvernement doit démarrer. Mais malheureusement, ce gouvernement a pris un mauvais élan. La cohésion nationale, pourquoi? Parce que ces élections sont les plus contestables qui existent, avec les 1 millier de machines qui ont circulé entre les mains des gens de l'Union sacrée. L'opposition est frustrée parce qu'on se considère aussi avoir été manipulé avec une CENI. Si aujourd'hui on est dans cette situation d'avoir, c'est la CENI qui n'a pas su mettre un calendrier cohérent, qui n'a pas su respecter les délais
contenu dans ce calendrier. C'est pour ça qu'on en arrive là. C'est leur CENI et c'est leur résultat. En outre, dans l'opposition, il y a toujours aussi une frange Kabila qui n'a pas participé à ces élections et qui reste silencieuse. N'oublions pas que c'est une force non négligeable. On oublie, et effectivement, vous avez évoqué l'AFC, qui est une force politico-militaire à prendre en considération parce que ce sont des Congolais. Il faudra bien que cette cohésion nationale se fasse. Mais cette cohésion nationale, si elle ne se manifeste pas à travers le gouvernement qui est en train de se former, attendez-vous à ce que ce gouvernement explose d'ici quelques mois. C'est aussi simple que cela. Parce que personne n'acceptera que Madame Judith, dont on sait qu'elle n'a pas brillé par rapport à un programme, par rapport à une vision, vienne aujourd'hui parler à Joseph Kabila pour lui dire voilà là où on va y aller, pour dire à Nanga voilà où on va aller. Non, ces acteurs-là dialogueront directement à Félix-Antoine Tshisekedi, qui est le porteur de vision d'ailleurs du gouvernement. Ce qui est tout à fait aberrant parce qu'ils veulent constituer un gouvernement, ils ont la majorité partout. Il n'y a pas d'opposition qui peuvent les empêcher, qui bloquent quoi que ce soit. Ils ont désigné un informateur qui se dit être transformé en formateur, mais nous voyons de nouveau la première ministre revenir en formateur. Donc c'est une cacophonie incroyable. Nonobstant que le chef d'État lui-même, il n'y a pas de capitaine à bord, il est absent depuis plusieurs jours. Donc on ne sait pas où on va, mais en entendant ce que nous savons, c'est que les choses sont de plus en plus compliquées. Dernière en date comme scandale de millions de dollars, on apprend que 398 millions de dollars du contrat conclu entre le ministère du Développement rural et Steven Construct pour construire du forage d'eau. 80 millions de dollars avancés à cette entreprise pour construire 312 forages d'eau. Il n'y en a même pas un seul forage qui a été construit, mais en plus, cela ramène à peu près à 256 000 dollars le forage. Imaginons en fait dans quelle folie nous sommes. Et nous sommes déjà dans les nouveaux 5 ans que Félix-Antoine dit avoir commis des erreurs, il faut corriger. Donc on ne sait pas où on va et on ne sent pas, il n'y a pas de volonté, simplement. Mais comment arriver aujourd'hui? Est-ce qu'on se dit... J'aimerais quand même poser cette question. En rapport avec la nomination du nouveau Premier ministre, d'aucuns estiment que c'est une manière assez voilée pour le chef de l'État de continuer à diriger, de continuer à avoir la mainmise, un peu comme avec Sama Lukonde, où à chaque fois, c'est le président qui fait tout, et le Premier ministre a été obligé de se greffer dans les activités des différents ministères. Oui, je pense que vous avez raison, Madame Arlette. C'est que nous l'avions dit à l'époque quand nous disions que Sama Lukonde n'est pas Premier ministre, mais il est l'assistant du chef de l'État. Beaucoup de gens ne nous ont pas cru. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui à l'actif de Sama Lukonde? Je ne sais pas, peut-être, je suis sur une autre terre, mais je pense que ça risque d'être la même chose avec Madame Judith, que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup, le fait d'être une maman. Donc nous avons beaucoup de respect envers les mamans. Elle a été au ministère du Plan. Il faut d'abord regarder qu'est-ce qu'elle a fait comme empreinte au niveau du ministère des Plans pour pouvoir prendre l'actif ou pour prendre les succès qu'elle a obtenus au ministère des Plans et les projeter pour dire quand même, comme elle a fait ça au niveau du ministère des Plans, c'est-à-dire au niveau du gouvernement central, elle va faire ceci. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, quand même, mon compatriote, mon co-débatteur vient de le dire clairement. Nous, au niveau de la société civile, nous avions écrit au président de la République pour demander la nécessité absolue de pouvoir faire une cohésion nationale. Et donc, tant qu'il n'y aura pas cette cohésion nationale, et je suis convaincu que la première ministre ne va pas réussir son mandat. Mais également, au regard de comment est-ce qu'on essaie de voir les conseils du chef de l'État n'arrivent pas à lui donner des conseils appropriés pour la bonne gestion, pour la consolidation de la nation, pour l'émergence de l'État congolais, pour l'amélioration des sociales. Parce qu'au-delà de tout, les seuls comptables de la gestion du pays, c'est le président de la République. On peut tout dire de Mme Judith Toulouka, elle peut avoir la bonne volonté, la bonne foi de pouvoir faire qu'elle va faire. Mais avec ce qu'on vient de décrire ici, les systèmes qu'on a, avec tout ce qu'on a comme les classiques là, ils vont l'étouffer. Et donc je me demande à un moment donné, en dehors du fait qu'elle est revêtue de ces qualités-là d'être première ministre, est-ce qu'elle a la possibilité de prendre le téléphone si elle n'est pas premier ministre? J'ai posé ces questions-là parmi des collègues avec qui on faisait des débats pareils pour dire, bon, si elle n'est pas première ministre, qui est-ce qu'elle peut appeler pour dire non, je vais obtenir ça, je vais faire ça de vous? Personne, je ne pense pas. Donc voilà déjà les problèmes qu'on aura. Donc il va falloir que le président de la République puisse déblayer le chemin pour la première ministre pour qu'elle puisse réussir. Mais est-ce que ce n'est pas déjà donné un temps pour un gouvernement quasi majoritaire avec des dames?
Bon, c'est aussi une possibilité. c'est aussi une possibilité, mais est-ce que pour le moment, on a besoin d'un gouvernement de technocrates ou on a besoin d'un gouvernement des hommes politiques capables de juguler les deux crises que nous vivons aujourd'hui? Les hommes et femmes politiques. Les hommes et femmes, bien sûr. Si je parle des hommes, je parle à vous avez toujours été sensible à cette Non, on se pose des questions parce qu'aujourd'hui, on se dit certainement que c'est peut-être une autre impulsion que voudrait donner le chef de l'État avec des dames. Et là encore, on se dit déjà que les hommes se vont en tête, leur dire également qu'ils doivent choisir dans leur parti et regroupement politique des dames pour prendre ces postes. Je me pose la question, lorsqu'on regarde la configuration du gouvernement passé, pour moi, ça ne me gêne pas. Moi, je suis un acteur de la société civile, je prends la méritocratie. Mais lorsqu'on prend les tableaux du gouvernement passé, vous essayez de faire la cartographie sur l'aspect géopolitique. Vous regardez, vous voyez quand même qu'il y a un déséquilibre. Est-ce qu'on permettra à Mme Judith de pouvoir faire un gouvernement de représentativité nationale? Ça, c'est la première question. Si on y arrive, ça sera déjà un premier élément. Mais s'il y a déjà un déséquilibre, à cela, ça posera un problème. Deuxième élément, Mme Judith sera prise en étau avec la majorité de l'Union sacrée. Parce qu'elle ne saura rien faire. On va faire des chantages pour dire non, voilà, moi je suis tel parti politique. Je ne veux pas les citer comme les compatriotes venaient de les citer, mais on viendra dire tel parti politique, nous avons autant de députés, nous voulons ceci. Et donc, on a seulement une majorité qui n'est pas d'ailleurs homogène, mais une majorité de mosaïques. C'est-à-dire où à l'intérieur, il y a des fractions et les uns vont venir pour dire non, si ce n'est pas tel parti politique, nous on n'est pas preneurs. Si ce n'est pas tel, ce n'est pas tel. Et donc on risque effectivement de se retrouver avec les mêmes figures, avec la même configuration. Mais si on arriverait d'abord, j'insiste sur cet aspect, Maman Arlette, si le chef de l'État déblaye, si elle prépare les chemins de réussite pour Mme Judith, elle va réussir. Et pour préparer ces chemins, il n'y en a pas deux voies, maman. Il y a la seule voie royale, c'est de travailler d'abord à la cohésion nationale. Imaginez que Mme Judith Toulouka est aujourd'hui Premier ministre. Aussitôt investi, Goma tombe. Aussitôt investi, il y a tel village qui est encore pris. Aussitôt investi, il y a des choses qui ne marchent pas. Aussitôt investi, il y a des marches de protestation par-ci par-là. Aussitôt investi, il n'y a que le président de la République qui peut dire non pour permettre. Donc, je risque de croire, je ne vais pas dire que c'est un cadeau empoisonné parce que le malheur de cette dame sera, si elle ne réussit pas, c'est toutes les femmes qui seront... Comment ça, toutes les femmes? Et les hommes qui ne réussissent pas, est-ce que c'est tous les hommes qui sont... C'est tous les hommes qui sont pointés du doigt? Ça n'a rien à voir. Malheureusement, Maman Arlette, le monde est injuste. On dira, vous les femmes, vous les mamans, vous réclamiez toujours d'être... Mais on vous a donné la primature. Qu'est-ce que vous en avez fait? Les hommes, on est habitués à leur forfaiture. On dit, bon, les hommes font toujours ça. Mais on reprend toujours les hommes. On reprend, ça n'empêche rien. Mais au moins la femme donne cet espoir-là. Tout le monde, il faut voir comment est-ce que les gens se réservent de la critiquer. On n'est pas en train de la critiquer, mais on fait des observations, on fait une analyse approfondie. Mais dès qu'elle va commettre seulement la première erreur, dès qu'elle va seulement chavirer un peu, dès qu'on saura qu'il y a eu des détournement dans son gouvernement, dès qu'on verra que les Koulouna continuent à être à Kinshasa, dès qu'on saura que tel village est tombé dans le nord Kivu, dès qu'on saura qu'il y a l'inflation aujourd'hui à 27 500, mais si Mme Judith Toulouka est investie aujourd'hui, demain les dollars montent à 28 000, 28 500. Maman, on reviendra sur ce plateau et vous allez voir comment est-ce qu'elle va recevoir tous les colibés possibles. Donc, vous les mamans, vous avez un grand défi et je pense que madame, je ne peux pas dire que j'ai pitié de la société civile, l'ensemble de la population congolaise est prête ou nous sommes prêts à l'accompagner, nous tous Congolais, pour qu'elle puisse réussir. Mais je doute fort que tant qu'elle est sous l'emprise, tant qu'elle est dans ce système-là, tant que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne l'aide pas à pouvoir déblayer les chemins, ne l'aide pas à pouvoir couper un certain nombre des embûches qui peuvent la rattraper, notamment en ce qui concerne la formation du gouvernement, en ce qui concerne la situation qui prévoit à l'Est, en ce qui concerne cette milice, je n'ai jamais cessé de qualifier les forces du progrès des milices au centre-ville de Kinshasa. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Ils travaillent contre le président de la République parce que l'image que nous avions ici à Kinshasa, Kinshasa c'était la ville la plus paisible où on vivait. Tu pouvais marcher à tout moment, tu pouvais aller par-ci, par-là. Mais quand on voit comment est-ce que ces Koulouna, comment ces forces du progrès, comment toutes les milices que nous avons, les brigades spéciales là, qui sèment la terreur à Kasumbalesa,
au Katanga qui viennent dans un bureau, on enlève l'homme investi par le pouvoir étatique pour dire toi tu ne vas plus travailler, nous venons. Donc tous ces éléments-là, si on n'arrive pas à trouver une solution, un mécanisme de les endiguer, ça va être un problème et je crois qu'elle va échouer. Et beaucoup de gens pensent d'ailleurs, comme vous venez de le dire, vous n'êtes pas la seule, que le président de la République a cherché quelqu'un qu'elle va mettre là qui ne va pas lui poser beaucoup de problèmes. Parce que si on met un homme de carrure, je ne veux pas citer les gens, mais il y a quand même des noms qui étaient déjà avancés. À l'époque, on a parlé de Matata, qu'on était en train de courtiser pour être Premier ministre. On a parlé de Vital Kamerhe qui pouvait être Premier ministre selon les accords qu'ils avaient. Mais parmi les deux personnes est arrivé. On a parlé de Moukoko Samba, je crois. Oui. Donc ce sont des gens de carrure qui peuvent dire non, Excellence, Monsieur le Président de la République, je pense que si on fait ça, ça va poser tel problème. Mais est-ce que Madame Judith, je me pose la question, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'elle est capable de dire au chef de l'État qu'Excellence, Monsieur le Président de la République, si on continue à payer ceci, si on a un gouvernement qui est déséquilibré en termes de représentativité géonationale ou géopolitique, si on n'arrive pas à négocier avec tel, si on n'arrive pas à respecter les droits humains, si on n'arrive pas à arrêter les arrestations extrajudiciaires et les traquages des journalistes et des militants des droits de l'homme, est-ce qu'elle sera en mesure de le faire? Attendons voir, l'histoire va nous donner raison et on reviendra sur ce plateau pour l'évaluer et pour le jeter des fleurs. Mais sinon, à quoi sert alors l'union sacrée du moment où on arrive, si on n'arrivait pas, selon vous, à faire confiance aux autres pour les nommer dans les différents postes? À quoi sert l'union sacrée? C'est le cadeau empoisonné. L'union sacrée, c'est une supercherie, je l'avais dit, et je ne cesse de le répondre. Parce que si nous lisions attentivement ce qu'eux-mêmes ne font pas, la charte constitutive de l'union sacrée, ils disaient clairement qu'ils portaient la vision du chef de l'État et qu'ils étaient là pour l'accompagner pour sa réussite. Bizarrement, étrangement, après les élections, cette vision ne disparaît. Chacun commence à faire prévaloir ses propres intérêts, ses propres ambitions. Alors que l'union sacrée devait se constituer comme un seul bloc pour permettre de dégager au plus vite un gouvernement, parce que c'est les mêmes, hein, c'est une continuité. Il ne faut pas croire que c'est un nouveau président qui est arrivé, donc il doit tâter le terrain. Non, c'est les mêmes acteurs. Et ces mêmes acteurs-là, aujourd'hui, se déplacent d'une chambre à une autre et continuent à retenir la République démocratique du Congo en otage. Donc, il y a, moi je dis avec cynisme, c'est un cadeau empoisonné, et Madame Judith, à moins qu'elle sorte un lapin de son chapeau, elle ne fera pas de miracle, parce que la situation géopolitique, nationale, et maintenant même, j'allais dire, au sein de l'Afrique centrale, ne lui permettra pas, elle n'a pas cette aura d'aller rencontrer les autres chefs d'État pour pouvoir établir des relations qui laissera entendre qu'il y aura un accalmie en République démocratique du Congo, que ce soit à Lisho, Katanga, où les Zambiens ont pris du territoire, habitent chez nous, parlent leur langue, utilisent leur monnaie, alors que c'est en plein Katanga. De la même manière qu'aujourd'hui, nous voyons l'Est, l'AFC de Nanga grignoter chaque jour du territoire. Et de l'autre côté, n'oublions pas que nous avons également un conflit, ou bien les tendancieux vers l'Afrique centrale, et n'en parlons pas Brazzaville. Nous sommes un peu cernés de toutes parts. Et je trouve que c'est un cadeau empoisonné, une fois encore, pour dire que cette femme ne méritait pas ça. Parce que du coup, la défaite est évidente. Elle ne pourra pas poser une action sociale. Il n'y aura pas de justice sociale. Elle ne pourra pas décider ou bien permettre aux députés nationaux de dire voilà, c'est immoral d'avoir de tels salaires quand on sait qu'un professeur d'université n'arrive pas à se retrouver, quand on sait que les militaires sont super mal payés, quand on sait que finalement, au lieu de s'occuper, c'est vrai quand on parle de grands salaires, mais les simples fonctionnaires qui travaillent pendant 30 ans, 40 ans n'arrivent pas à s'acheter un parcelle à Kingabwa, c'est une honte. Donc cette justice-là, elle va leur demander de baisser leur salaire et d'équilibrer. Mais est-ce qu'ils voudront? Est-ce qu'ils pourront? La réponse est non. Parce qu'en face d'elle, il y a Kamerhe, en face d'elle, il y a Bahati, en face d'elle, il y a Jean-Pierre Bemba. Ils peuvent jouer tout à fait en fin politicien, dire oui, vous êtes la Première ministre. Mais on sait comment on peut bloquer Premier ministre que vous soyez avec un simple ministre qui n'a pas votre toffe. Donc la réalité est là et que malgré la volonté de l'Union sacrée de s'accaparer tous les sièges de l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas l'Assemblée nationale qui va malheureusement gouverner. Et cette instabilité viendra exclusivement d'ailleurs de l'Union sacrée. Donc l'Union sacrée, à partir du moment où le chef n'arrive pas non plus à imposer son timing, parce qu'on sent une démission, c'est incroyable quand même. Moi, chaque fois que je regarde les interventions dans le cadre de l'Union sacrée, dire non, c'est le chef qui va décider, c'est le chef d'État, c'est la vision, mais
pourquoi est-ce que le chef ne tape pas sur la table en disant que voilà, le Sénat reviendrait un tel, l'Assemblée nationale reviendrait un tel, ça éviterait que ça ferait qu'en sorte on ait un bureau définitif plus vite et que le gouvernement se forme et que l'Assemblée nationale donnerait quitus à ce gouvernement pour qu'il avance et résolve le problème des Congolais. Malheureusement, c'est une vision à très très court terme. Moi, je ne trouve pas que la défaite de Mme Judith, ce sera la défaite des femmes du Congo, parce que je sais que nos femmes n'ont pas besoin de reconnaissance, mais plutôt de considération, parce que la considération sous-entend que nous savons que nous sommes vraiment des femmes capables, même plus capables que de certains hommes, mais le problème en est qu'aujourd'hui, à plein Kinshasa, vous allez ici sur Kato, de 18h, 19h, il y a des jeunes filles de 12 ans, 13 ans qui font la prostitution. C'est la considération du genre féminine qui doit compter. Quand vous allez ici, à l'Est, ici, dans certaines, à l'intérieur, vous avez des jeunes filles de 11 ans, 12 ans qui sont dans un foyer avec des papas de nos 80 ans, 90 ans. Quand vous allez dans les camps déplacés à l'Est, vous avez des jeunes filles qui vivent sous les tentes, elles se font violer par les policiers, par l'armée. Donc c'est cette considération qui doit porter dire que la question pour elle est d'abord de rétablir un certain équilibre de justice entre l'homme et la femme. Ça doit être un combat. Si elle peut se concentrer sur cela, ça permettra peut-être d'éviter certaines défaites assurées. Mais on sait aussi que le Congo est grand. Le Congo a un grand nombre de problèmes aujourd'hui. La question sécuritaire, elle est carrément primordiale aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Tantôt, vous avez parlé de cette reconfiguration, de cette nouvelle façon de voir cette guerre avec l'AFC. Et en même temps, la question du banditisme urbain. Ça, il faudrait quand même qu'on le dise, parce qu'au-delà, à l'Est, à Goma précisément, où il y a déjà cette guerre d'agression qui pointe armée, hein. À l'horizon. On parle du banditisme urbain où les gens sont assassinés aujourd'hui à bout portant, au vu, au su de tous. Et puis ces gens, très souvent, ils repartent avec cette situation où on ne sait plus distinguer les vrais et les faux militaires, les vrais et les faux Wazalendo. Et à cela s'ajoutent toutes ces personnes, quand même, il faudrait le dire, qui ont longtemps combattu et qui reviennent rester dans la ville, qui créent une insécurité, on va le dire comme ça. Ici, à Goma, oui, dans le Haut-Katanga, on n'en parle même pas. Aujourd'hui, il y a ce couvre-feu qui persiste jusqu'à ce jour. On parle ici de Kinshasa où il y a un problème assez criant d'insalubrité. On voit même à travers les réseaux sociaux avec ces problèmes de déchets plastiques qui est un réel problème qui menace aussi la régie des eaux. On se dit finalement comment arriver à sortir la tête. Comment arriver à sortir la tête, surtout en ce qui concerne le social de Congolais, partout où vous allez, c'est tout le monde qui se plaint. Le problème d'électricité, le problème d'eau potable, c'est vraiment devenu récurrent. Oui, c'est vraiment un problème réel, d'autant plus que malheureusement, lorsqu'on essaie d'observer, lorsqu'on essaie d'ausculter et de décrypter les signaux, on ne voit rien qui donne l'espoir que les choses vont changer. Vous veniez de suivre avec regret, comme nous autres, que les syndicalistes venaient de se réunir et le gouvernement les a dit clairement que non, il faut oublier d'être payé les 30. Donc désormais, on vous paiera si c'est les 15, les 20. Donc vous sentez une irresponsabilité. Et au niveau du Parlement également, ce sont les élus qui se plaignent également ouvertement maintenant, qui ne sont pas payés. Ça fait plus de 6 mois. 6 mois où ils ne sont pas payés. Voilà, donc il n'y a aucun signal qui prouve que les choses vont aller dans le sens où vont aller selon la volonté de la population. Et donc il va falloir vraiment que Madame Judith ou le président de la République, au premier niveau, au second plan, puisse réfléchir. Malheureusement, nous n'avons pas de desk, c'est-à-dire on gère le pays par émotion, on gère le pays par sentiment, on gère le pays, on se réveille. Et curieusement, on trouve des subterfuges, on trouve des alibis, on trouve des échappatoires pour dire non, si le pays ne marche pas, c'est tel. Donc, on vous donne la gestion du pays, au lieu de gérer convenablement, vous commencez à trouver des arguments qui sont subjectifs, qui sont irrationnels, qui ne tiennent pas debout pour dire non, les choses ne marchent pas parce que tel est là, parce que tel nous bloque, tel nous bloque. Et pourtant, vous avez tous les mécanismes, vous avez toutes les manettes possibles et vous avez la latitude de faire. Aujourd'hui, l'Union sacrée a tous les pouvoirs à 100%. C'est que
Kadima les a donnés, puisque moi je n'ai jamais dit qu'il y a eu des élections libres, transparentes et démocratiques. On a donné la majorité, on a donné autant de députés à l'Union sacrée. On a seulement, je crois, 20 députés de l'opposition. Est-ce que c'est normal quand même si on ne va pas parler des élections aujourd'hui, parce que nous sommes en train de mener une observation et une surveillance électorale sur ce qui va se passer en termes d'élections des sénateurs et des gouverneurs que la CENI a programmé prochainement. Peut-être on reviendra sur ce plateau pour en parler. L'élection des gouverneurs qui a été, je crois, décalée encore une fois de plus, parce que là également, il se pose un problème de moyens, un problème de financement. Aujourd'hui, on se dit finalement, si c'est déjà avec les députés, les sénateurs et les députés provinciaux qui déjà avant connaissaient ces problèmes d'impayement, est-ce que les députés provinciaux aujourd'hui, les conseillers municipaux, voilà, qui ont été élus récemment, et les autres, comment ça va se passer pour gérer cette situation? Bon, quand je parle des questions électorales, je suis très à l'aise. La gestion de la crise post-électorale pose toujours problème. Et je suis convaincu que, pas probablement, je suis convaincu qu'on a puisé dans les caisses de l'État pour faire la campagne, pour acheter des députés, pour envoyer à la CENI, pour acheter... Et ce qui fait qu'on est en train de vivre, la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui, elle est sous-jacente de ce qu'a été la gestion de la période électorale. Okay. Et donc, ça c'est sûr et certain. Et donc, malheureusement, quand nous disions les choses, les gens pensaient que nous sommes contre Denis Kadima, nous sommes contre celui ou telle autre personne. Nous disions que le moment n'était pas opportun de pouvoir organiser les élections de la manière dont elles ont été organisées. Et malheureusement, vous savez qu'en organisant les élections, la loi prévoit qu'elles doivent être organisées un seul jour. On est parti jusqu'à une semaine, 2 semaines ou plus. Ça fait donc un coût supplémentaire. Et cet argent-là n'était pas prévu. Et donc, la personne qu'on devrait payer un jour, on est obligé de le payer pendant 6 jours. Les carburants qu'on devait utiliser pendant un jour, on est obligé de les multiplier par 6. Les matériaux qu'on devrait utiliser. Et donc, à un moment donné, on a saigné les caisses de l'État pour cette affaire-là. Et malheureusement, comme nous sommes dans un pays où tout paraît très normal, où ceux qui nous dirigent décident de faire ce qu'ils peuvent faire, où la CENI s'y plante, décide de faire les lois comme elle peut le faire, vous aviez entendu à un moment donné, elle a invalidé les gens. La Cour constitutionnelle dit que ce n'était pas de ses prérogatives, ce n'était pas dans son pouvoir de pouvoir invalider. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a toujours la même CENI, on a toujours les mêmes personnes. Ils ont dilapidé plus d'1,3 milliard de dollars, madame, pour ces élections-là qui n'ont rien apporté. Malheureusement, on regarde comme ça. Et donc, cet argent, vous savez, pouvait servir à quoi? Aujourd'hui, quand vous partez chez nous qui sommes à la cité, vous êtes dans une maison, quand il pleut, il est impossible de sortir. Vous devez prendre des godilles alors que vous êtes à Kinshasa. Vous les mettez, vous sortez sur la route principale, vous enlevez ça, vous donnez à l'enfant rentre, maintenant vous mettez des chaussures. Et ça, on est en train de vivre ici à Kinshasa. Il n'y a aucune politique d'urbanisation, il n'y a rien. Et on laisse ça, on voit que c'est normal. Nous sommes en train de vivre la déliquescence de l'État congolais, malheureusement. Et je pense qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Si on peut permettre à ce que Mme Judith Toulouka, évidemment, en déblayant son terrain sur l'aspect de la cohésion nationale, sur l'aspect politique, je pèse bien ces mots, et j'y reviens toujours et tout le temps. Et mais sur l'aspect politique, la majorité sont de l'Union sacrée. Et c'est seulement cette minorité qui est de l'opposition. On va encore revenir sur ça parce qu'on se dit finalement... Permettez-moi que mon compatriote puisse prendre la parole. On a la majorité de l'Union sacrée, c'est une seule force politique. Je venais de décrire que nous avons 4 forces politiques dans ces pays. Il y a effectivement la majorité de l'Union sacrée qui gère. Malheureusement, madame, elle ne peut pas gérer par défi. On ne peut pas défier tout un peuple et défier toutes les autres forces politiques. Il y a la force politique de FCC qu'il ne faut pas ne pas prendre en compte. Il y a la force politique d'opposition parlementaire incarné par Moïse Katumbi et tous les restes, les Sessanga et tout le monde là, les Matata, il ne faut pas ne pas prendre ça au sérieux. Et il y a effectivement cette force politique armée de Corneille Nangaa qu'il ne faut pas aussi négliger. Évidemment, à côté de cela, il y a la force sociale incarnée par la société civile. Et donc, si on n'arrive pas à mettre toutes ces forces ensemble et qu'on puisse avoir une seule vision pour dire non, quand même, Mboke Zoku Fabandeko, tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On jette des nouvelles bases. Pour dire finalement, pour que les choses marchent bien, nous pensons qu'il faut désormais prendre cet aspect. Nous pensons, puisque le président de la République, Félix lui-même, ne saura pas se détacher, par exemple, de ces institutions qui lui prennent à gorge. Donc l'Assemblée nationale et le Sénat qui vont lui faire du chantage.
Mais il n'y a que les autres forces politiques là qui peuvent dire non. Quand même, hein, Assemblée, Boliki, Ebele, Bozoufta, Mambongo, Ebele, Botika, Tosala, Boy. Cette guerre-là nous a pris beaucoup de temps. Corneille Nanga, tu veux quoi? Toi, tu veux quoi? Qu'est-ce que ça coûte? On les prend, on discute, on dit bon, pour désormais que les forces étrangères ne viennent plus chez nous, nous, ensemble, comme Congolais, nous décidons de faire ceci, on va s'unir et ensemble nous irons dire aux autres forces régionales, internationales, d'autres organisations pour dire non, mais tant que les uns pensent qu'ils peuvent diriger par défi et croire que les autres pouvaient les reléguer là, ils vont suivre. C'est ça le discours qu'on donne. Et croire que les autres là, on peut les négliger, les jeter là, les choses ne marcheront pas. Parce que, vous savez, maman Arlette, dans la maison, l'élément le plus dangereux, c'est d'avoir un conflit avec un enfant de la maison. Parce que vous pouvez fermer la maison, mais s'il y a un enfant de la maison qui est, je peux dire même indiscipliné, il va ouvrir la fenêtre pour que l'étranger entre. Or, il va falloir qu'on puisse rassembler tous ces enfants-là. J'ai déjà dit, on peut qualifier Corneille Nanga de ce qu'on veut. On peut l'appeler même Lucifer, on peut appeler même Diable, mais il est là, il est en train de grignoter des parties du territoire et ça nous pose des problèmes. Il y a des minéraux qui sont à l'est et des minéraux stratégiques qui échappent à la caisse de l'État. Pourquoi on va accepter que les minéraux continuent à aller au Rwanda alors qu'on peut dire aux Congolais qui sont là, Bandeko, pourquoi vous continuez à servir les Rwandais? Boya Toyokana. Mais pour qu'on puisse arriver à cela, il faut préparer, il faut éviter, il faut les écouter. Qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Pourquoi ils ont pris les armes? Pourquoi ils ont fait ceci, cela? Et donc, si on n'arrive pas, Madame Arlette, à faire cette cohésion nationale, et je parie malheureusement, je ne suis pas prophète de malheur, peut-être que le président de la République, je l'avais dit dans une des émissions ici, il finira par négocier, mais en position de faiblesse. À l'époque, lorsque nous disions qu'il fallait créer ces conditions-là de cohésion nationale et d'écouter ce que le FCC demandait pour qu'on organise des élections inclusives, on ne nous a pas écoutés. On ne nous a pas écoutés. Malheureusement, les conséquences sont là. Lorsque nous avions dit qu'il faut dialoguer avec les gens, il faut faire, on ne nous a pas écoutés. Les conséquences sont là. Et je parie que finalement, on finira par écouter la voix de la force que les autres sont en train de faire. Nous, de la société civile, la seule arme que j'ai, c'est de parler et de leur dire que nous voulons la paix. Si on ne veut pas nous écouter, et si on n'écoute pas les acteurs de la société civile, notre approche, je ne sais pas qui est-ce qu'on va écouter dans ces pays. Monsieur, Monsieur Bissilo, comment joindre les deux aujourd'hui? Comment arriver à réconcilier toutes ces parties? Parce qu'il faudrait le dire, si on le dit, il faudrait que ces partis également puissent être réceptifs. Aujourd'hui, la crainte, c'est que s'il faudrait négocier avec Corneille Nanga, aujourd'hui, on se dit, oui, il viendra avec des propositions qui risqueraient encore de troubler ce trouble qui existe déjà en interne au sein de l'Union sacrée. Si à cela, le FCC s'ajoute, si à cela, ensemble et les autres s'ajoutent, on se dit également finalement qu'est-ce qu'aura réellement l'Union sacrée. La crainte, c'est ça. Non, la crainte, c'est que nous n'ayons plus la République démocratique du Congo dans ses frontières. C'est ça la véritable crainte. Le pays n'appartient pas à l'Union sacrée. L'Union sacrée, tantôt c'était le FCC qui avait cette force-là. Mais l'FCC n'existe plus aujourd'hui. L'Union sacrée n'existera pas demain, c'est une vérité. Mais si le chef d'État continue à écouter ces flatteurs qui sont autour de lui, qu'ils le conduisent en erreur, ça c'est sûr et certain. Parce qu'eux, ils sont riches, ils pensent que leur richesse dépasse ceux des autres. C'est une erreur. Moi, je regarde d'un peu plus près, vous avez vu récemment la commémoration du génocide rwandais et la présence des chefs d'État étrangers à ce phénomène. Par la suite, vous voyez le chef de l'État sud-africain aux côtés de Paul Kagame pour la normalisation des relations entre l'Afrique du Sud et le Rwanda. N'oublions pas que l'Afrique du Sud a envoyé ses militaires ici. L'Angola a envoyé ses militaires dans le cadre de la SADC. Nous payons ces militaires. Mais lorsque la normalisation se fait, l'armée rwandaise n'est pas non plus à sous-estimer. Lorsque l'armée rwandaise s'appuie sur les Congolais pour combattre les Congolais, croyez-moi, Nanga a également des partisans sur lesquels, qui vont réagir favorablement parce que ces Congolais-là vivent loin de l'État congolais, vivent loin de l'opulence, vivent loin de la sécurité. Si on leur garantit cela, ils rejoindront les forces rebelles. Mais une fois que ces forces auront avancé et pris de plus en plus de mines,
Il est vrai, quand on va s'asseoir autour de la table, ça va être les conditions de ces forces qui sont de l'autre côté. Et même, je crois même qu'avant qu'on s'asseye, le chef d'État verra une migration automatique de gens de l'Union sacrée, aller dire, mais finalement, il n'y a pas de règles là-bas, on va rejoindre l'AFC pour pouvoir être en position de force. Mais lorsqu'on négocie dans ces conditions-là, on aura déjà perdu. Nous, en tant que opposition républicaine, en tant que vous, en tant que société civile, les Congolais, parce que nous payons tous les jours un lourd tribut. Eux qui sont au pouvoir n'ont pas les mêmes besoins que nous. Ils ne regardent pas le panier de la ménagère, ils ont l'eau, le courant, ça c'est automatique. Mais nous, au quotidien, il faut que nous trouvions déjà de quoi payer un loyer. Et ça va devenir de plus en plus compliqué. Nonobstant que le fait que les richesses de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le sous-sol, c'est ça qui gonfle les caisses de l'État de la République, notamment grâce à la réforme du Code minier. C'est ça qui nous permet de dire, de vanter tous les jours 16 milliards, 16 milliards. 16 milliards, mais nous avons aujourd'hui accumulé 10 milliards de dettes. Où est-ce que sont partis ces 10 milliards? On va nous dire, mais tantôt la gratuité scolaire. Ah, la gratuité scolaire. Donc, en fait, nos enfants étudient en s'endettant. C'est-à-dire, si on n'arrive plus à s'endetter, quand on n'aura plus de minerais, puisqu'on ne va plus nous prêter l'argent, vous allez rembourser comment? On ne sera plus en capacité de remboursement, ben, la gratuité scolaire va se terminer. Finalement, ce ne sont que du cosmétique. Parce que toutes les mesures qui sont prises, elles ne sont pas du tout assises sur les moyens d'investissement, les moyens de subventionner ces projets-là. Et ça, c'est très, très inquiétant. Parce que nous sommes en train de mentir à une population et dans sa plus grande naïveté, elle pense de manière tout à fait normale que les chefs, les dirigeants font ce qu'ils font. C'est ce qu'il faut pour la République. Alors que non, les chefs sont en train de détruire la République parce qu'ils ont déjà investi à Marbella, ils ont déjà investi aux Émirats arabes unis, ils ont investi en Belgique. Au moindre sursaut, ils s'en vont avec les richesses et les minéraux. Et c'est ce qui est d'abord plus extraordinaire. L'évasion fiscale que devrait s'occuper pour moi Madame Judith, c'est-à-dire ces milliers de dollars payés par le contribuable congolais aux hommes politiques qui sont tout de suite évacués vers les banques étrangères pour être mis en sécurité. Aux Émirats, en Angleterre, parce que ça échappe du coup au circuit monétaire national. On n'a pas de richesses. Nous, on ne fabrique pas des dollars, on les achète. Donc, avec quoi nous allons les acheter? Nous restons là dans un jeu de dupes où si nous ne nous réveillons pas, nous, population, nous allons... Il faut d'abord se réveiller pour dire que si le pays tombe, vous allez tomber avec lui. Personne ne partira d'ici. Et ils auront conscience qu'ils sont responsables d'un devoir. Et si nous devions attraper les voleurs, nous allons non seulement attraper les voleurs, mais également leurs richesses et les richesses que possèdent leurs femmes et leurs descendants. Et là, ça leur fera peur. Mais il ne faut pas juste dire que non, seront condamnés à trahison les militaires qui auront fui les armes en face d'eux, mais doivent être condamnés à mort conformément à l'article 56 et 57 de la Constitution, celui qui a détourné des millions de dollars de la caisse d'État, ceux qui se sont appropriés des mines qui appartenaient à la République et aux Congolais. C'est cette vice dans lesquels nous tournons. Si le chef d'État ne veut pas entendre raison, c'est lui qui sera le plus grand perdant. C'est lui qui porte le nom de Tshisekedi. On va dire, voilà, finalement, vous nous avez vanté l'opposition Tshisekedi pendant 30 ans, 40 ans. Kabila vous a mis à nu. On vous a donné le pouvoir à peine 5 ans, vous avez détruit le pays. Et vous voulez encore 5 ans supplémentaires. Et ça, je suis convaincu qu'ils ne feront pas 5 ans. Ils seront en incapacité de faire 5 ans. Madame Toulon n'est pas maximum pour une année. Et encore si elle arrive à consolider son pouvoir, une année ou bien une année et demie pour pouvoir faire un gouvernement d'union nationale, de cohésion nationale, qui prendra en compte les réalités que nous vivons et qui prendra en compte le destin dans lequel nous devrons orienter le pays. Et ça, c'est primordial. Le bon sens le veut, la réalité le veut. Si Félix Tshisekedi ne comprend pas, mais une partie du Congo appartiendra non seulement au Rwanda, au Ouganda, mais également à l'Afrique du Sud et à l'Angola, parce que c'est une question des intérêts. Le Rwanda ne vient pas parce qu'ils aiment les Congolais, les Ougandais, même les Ougandais viennent nous aider, mais ils ne viennent pas parce qu'ils nous aiment. Les Sud-Africains ne viennent pas parce qu'ils aiment nos beaux yeux. Non, c'est une question de stratégie et d'intérêt. Si l'intérêt se trouve du côté du Rwanda, comme aujourd'hui l'Union européenne finance le Rwanda, ben ils continueront. Ils sont pas, vous avez beau pleurer, vous avez dit, on a eu déjà dépassé 10 millions, on va dépasser 20 millions. Ils disent oui, mais ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est que l'économie européenne est en berne. Ils ont besoin de financer leur industrie. Ils ont besoin de minerais que le Rwanda arrive à sortir avec facilité. Il n'y a pas d'autre choix. Donc il faudrait mettre de l'eau dans le vin. Que parmi la force qui compose aujourd'hui l'UDPS et notamment la majorité, il y a beaucoup d'incapables et d'incompétents, il y a beaucoup de voleurs. Il faut en faire la traque et montrer l'exemple, malheureusement. Monsieur Eric Bisselot, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le président du consort. Merci à vous. Merci. Et également merci à monsieur Dieudonné Moucha Galoucha, parce que nous sommes carrément arrivés à la fin. Je rappelle aux téléspectateurs justement que nous avions aussi 2 autres invités, notamment les membres de l'Union Sacrée, qui se sont qui ont plutôt brillé
appuyé par l'absence, alors qu'ils avaient annoncé qu'ils étaient en chemin. Il s'agit entre autres de M. Richard Pinda de l'UDPS et M. Yvon Yanga de l'AFDC. Voilà, donc un dernier mot? Oui, un dernier mot. Je voulais quand même saisir en une seconde de l'opportunité que venait de m'offrir mon co-débatteur, mon frère bien-aimé, sur les questions de détournement au ministère du Développement rural. Quand même, je connais M. Roubota. Je n'arrive pas à comprendre comment cette affaire est arrivée. Je crois quand même qu'il va falloir qu'on y jette un peu un coup d'œil pour savoir effectivement, puisque je n'en reviens pas peut-être. Bon. Il en a inauguré des forages. Hein. Voilà, il connaît les prix. Hein. Alors certainement qu'on va aborder ça la semaine prochaine au cours de ce nouveau numéro de Ça fait débat. Emmanuel téléspectateurs, c'est un réel plaisir d'être en compagnie de vous. Et nous, on se sépare de vous en ce moment pour se retrouver la semaine prochaine dans Ça fait débat. À très bientôt.